commencement des années 2000, hein, Jessica, qui est un groupe de presse très important au Québec, ça représente à peu près 50% du marché de la presse écrite. L'autre 50%, c'est Québécois. Ils sont engagés dans une lutte à finir, un combat de 6 ans. Mais là, Québécois avait un avantage indu sur Jessica parce que Québécois, il y avait TVA. Ça fait qu'il était capable de combiner presse écrite puis presse télévisée. Fait que là, Jessica se disait, ben, comment faire pour réussir à combler ce déficit-là par rapport à Québécois? Ils se sont dit, ben, on a des bons chums, nous autres, à Radio-Canada. Radio-Canada, c'est contrôlé, c'est noyauté par les libéraux, c'est toute notre gang qui est là. Fait que, entendons-nous donc pour partager nos ressources. Puis, en 2001, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont signé une entente secrète. Stephen Harper est arrivé au pouvoir, fait que là, il voulait montrer qu'il était un gouvernement propre comparativement à la gang des libéraux de Chrétien et Martin qui avaient trempé jusqu'au cou d'un commandite, etc. Radio-Canada permettrait aux chroniqueurs genre Maristal, et puis Pratt et compagnie de venir faire leur tour sur les ondes publiques pour vendre leur salade qu'ils écrivent dans le journal La Presse, entre autres. Première nouvelle que j'ai de ça, la responsable me dit, ben, on a perdu cette entente-là. J'ai dit, comment? J'ai dit, prenez-vous pour un fou, là, vous avez perdu un contrat lié à une société d'État avec une des plus grandes entreprises du Québec qui est liée à l'Empire des Marais. Fait que là, la madame, elle me dit, ben là, on va quand même vous faire une fleur, nous allons partir à la recherche de l'entente secrète. Mais là, elle me dit, mais si vous voulez que je cherche, il va falloir que vous payiez 350$ pour chercher un document. Cette semaine, j'ai parlé encore avec les gens de Radio-Canada qui m'ont dit que maintenant, ma demande était rendue entre les mains des avocats de Jessica. Donc, c'est le privé qui va décider ce que le public va rendre public. Une autre collaboratrice qui m'a appelé pour me dire, mais là, monsieur Bourgeois, c'est quoi exactement la demande que vous voulez? Parce que là, j'en ai deux entre les mains. Ils en ont signé deux documents. Il y a deux ententes qui lient Radio-Canada et la presse. Un, c'est janvier 2001, puis l'autre, c'est août 2001. Tout ça pour dire qu'il y a des ramifications très importantes entre Radio-Canada et puis Jessica. C'est quand même pas ordinaire qu'une société d'État signe une entente avec une compagnie privée pour partager les ondes. Hein? Puis là, la dame qui m'a rappelé pour me demander laquelle des deux ententes que je voulais, ben, elle m'a lu des bouts des deux au téléphone. Puis hein, c'était Radio-Canada et Jessica partagent des objectifs communs. Alors nous allons mettre nos ressources en commun pour mieux atteindre ces objectifs-là. Pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est Radio-Canada, on va parler du dossier que j'avais fait en 2006. On va parler des administrateurs. Hein, à l'époque, c'était Rabinovitch qui dirigeait le conseil d'administration de Radio-Canada. Rabinovitch, ça, c'est une créature des Bronfman. Il a travaillé pour Claridge, puis avec les Dassault, puis c'est tout organisé pour qu'on ne comprenne pas. Quand ils ont nommé Rabinovitch à la tête de Radio-Canada, je m'excuse, mais j'ai été le seul à écrire un article à dire qui est M. Rabinovitch. Il n'y a pas un esti, c'était pas compliqué à faire, c'est lui qui cherchait. Il n'y a pas un esti de journaliste qui a écrit là-dessus. Rabinovitch, il était trésorier de la fondation Bronfman. C'est lui qui blanchissait l'argent sale des commandites qui passaient par Bronfman à Skili. C'est une ordure, il nomme président de Radio-Canada. La TV et tous les estis de médias sont contre nous. Alors ils nous montrent jamais rien, les estis de bâtards. Tosse-toi le pouilleux, t'es sur le terrain de la compagnie. Private property. No trespassing. À l'époque, je parlais de Kuldip Rai Sahi. C'est un Indien d'Inde. Pour première des choses, il faut savoir que Sahi, ça, c'est un ancien membre du Conseil pour l'unité canadienne. Il s'est mis riche, Sahi, quand que Paul Martin il a vendu à bon prix, à rabais, le transporteur Kingsway. Il a fait une fortune avec ça. À un point tel que Sahi, début des années 2000, il valait à peu près 2 milliards, là, monsieur. Puis là, étant donné que Paul Martin lui a permis de devenir riche, il y a toujours des retours d'ascenseur. En fait, quand Paul Martin il a voulu devenir chef du Parti libéral, ben, monsieur Sahi, il fallait bien qu'il l'encourage. Sais-tu combien il a donné à la caisse électorale de Paul Martin? Vas-y fort. 86 260 $ et 21 cents. Mais là, ce qui est surtout intéressant avec monsieur Sahi, là, je te rappelle qu'il est administrateur de Radio-Canada. Ouais. Du conseil d'administration. Puis là, normalement, c'est beaucoup le logement qui coûte de l'argent. Ça coûte cher, ça, loger. Le bonhomme Sahi, lui, en plus, il fait aussi dans l'immobilier. Ben, tu sauras, mon cher ami, que c'est lui qui possède les locaux où est situé Radio-Canada, ici à Ottawa.
Sous le conseil d'administration, il y a aussi une dénommée Joanne Brunet. Elle a des compagnies, elle a Distraction Format, elle est actionnaire là-dedans. Là. Distraction Format, Viva Vision Incorporée, DDI Télévision et compagnie. Ça, ces compagnies-là, qu'est-ce que ça fait? Ça produit des émissions de télévision comme Watatatao, un gars, une fille, tout le monde en parle. Elle est actionnaire avec François Masserola, un libéral notoire qui avait empêché Falardeau de faire des films quand il était à Téléfilm Canada, le salopard. Ensuite, il y a aussi sous le conseil d'administration une dénommée Yasmine Givrage. Puis elle a une compagnie qui s'appelle Acrodex. Ça, c'est des systèmes de gestion informatique et tout ça, qui fournissait des systèmes de gestion informatique, entre autres à la Défense nationale. Tu sais, ça, quand tu commences à rentrer des systèmes informatiques, c'est payant. Puis la dame Givrage, elle faisait des affaires aussi avec Crimson Logic. Ça, c'est une compagnie d'Asie. Puis là, on retient bien le nom. Parmi les partenaires de Crimson Logic, on compte la CETIC, CETIC Industrial Bank. Ça, c'est le groupe CETIC. Ça veut dire exactement China International Trust and Investment Corporation. Ça fait dans le trafic d'armes. Ça a été fondé dans les années 70 par le gouvernement communiste de Deng Xiaoping. Puis ça collabore de près avec qui? Desmarais. Power Corporation. Pourquoi? Que veux-tu que je te dise? Je suis capitaliste. Et il paye. Oui, André Desmarais siège sur la CETIC Pacifique. Puis sur la CETIC Total, Brian Mulroney. Il siège là. Ensuite, il y a Trina McQueen, où le réseau fédéraliste à son meilleur. Elle est impliquée principalement à la Fondation Historica. C'est financé généreusement par la Fondation Bronfman. La Fondation Bronfman, c'est qui ça? C'est ceux qui finançaient et qui faisaient produire les visites du patrimoine que Radio-Canada diffusait. Après ça, t'avais Peter Hermdorf, ou Comment acheter des Québécois. Bon, lui, il siège sur la fondation Natishin. Puis Natishin, ça, c'est à peu près comme la fondation Historica. Ça fait de la petite propagande de bas étage. Puis, sur le conseil d'administration de la fondation Natishin, on retrouve Brian Mulroney, Joe Clark, Ed Broadbent, John Turner, Michael Ash Wilson, Feu Antonio Lamère, Kim Campbell, Don Masakowski. Mais ce qui est pire, si tu fies sur le conseil d'administration de Radio-Canada, tantôt je te parlais de Robert Rabinovitch. Puis Rabinovitch, c'est Claridge. Claridge, c'est comme la fiducie des Bronfman, c'est ça, ils se font toutes sortes de compagnies pour faire croître leur richesse puis leur portefeuille et tout ça. Claridge, ça a des parts dans Cour. Cour, ça c'est une compagnie israélienne, mais ça en a aussi des parts dans Tadiran Télécommunications, dans Elbit et compagnie. Puis ça, c'est toutes des compagnies qui font dans la défense, le militaire, puis le matériel de surveillance et d'espionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Fini la non-ingérence, non-indifférence. Le président français Nicolas Sarkozy a redéfini les relations de son pays avec le Canada et le Québec dans un discours où il a montré sa préférence pour un Canada uni. Le président français remettait l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur au Premier ministre Jean Charest. Maxence Bilodeau. Nous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Cette cérémonie est particulière. Bien sûr, toute la famille immédiate de Jean Charest est présente, mais il y a aussi un membre très important de la famille spirituelle de Nicolas Sarkozy. Paul Desmarais, grand patron de Power Corporation, grand fédéraliste canadien, qui est devenu le mentor de Nicolas Sarkozy et à qui le président avait remis en février la plus haute distinction française, la Grande Croix de la Légion d'honneur. Et les réactions ont vite fusé à Québec de la part du Parti québécois et du mouvement souverainiste. Pierre Duchesne, ces propos de Sarkozy, est-ce qu'ils marquent la fin de l'héritage du général de Gaulle? Oui, Céline, et on est bien loin du Vive le Québec libre du général de Gaulle en juillet 67. Ça inaugurait une nouvelle politique de relations privilégiées entre le Québec et la France. Eh bien, aujourd'hui, en tout cas, à l'endroit des souverainistes, le président français les associe à des gens sectaires et agressifs. Selon Gérald Larose, le président Sarkozy veut liquider l'héritage du général de Gaulle. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec!
Québec libre.